lorsque on dit que Tsahal n'a réussi que à détruire 40%, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs que ce « que » est presque en trop, parce que c'est déjà presque un record? Oui, il faut bien se rappeler que dans la bande de Gaza, il y a un métro. Donc, comme une ville de fourmis, une fourmilière sous la bande de Gaza, il y en a qui disent que ça ressemble comme aux gruyères pour décrire exactement ce dont on parle, des quantités que les spécialistes ne font que découvrir petit à petit la quantité de tunnels qu'il y a là-bas. Actuellement, les estimations parlent de 1000 kilomètres de tunnels. C'est plus que la longueur des routes dans la bande de Gaza, et beaucoup plus que tout système de métro dans n'importe quelle ville. Et donc, quand on parle de 40%, des métros, des tunnels liquidés, c'est énorme, mais il en reste encore énormément qui n'ont pas été traités, auxquels on n'est pas encore arrivé, et le Hamas base sa force sur ces tunnels-là. Est-ce que vous pouvez expliquer de manière didactique pourquoi c'était compliqué, notamment pour la division 98, d'opérer en souterrain et en surface en même temps? Ce que vous présentez ici est un point important et intéressant du point de vue militaire, parce que il n'y a pas beaucoup de cas dans l'histoire en général de guerre qui est souterraine. Et là, le cas échéant, il y a une particularité encore plus importante parce que c'est un territoire urbain. C'est pas seulement une guerre en territoire urbain, mais en plus, tous ces éléments souterrains et une organisation terroriste et non pas une armée organisée de manière conventionnelle. Tout cela combiné crée un défi énorme et complexe auquel ne s'est affrontée aucune armée au monde auparavant, et l'armée israélienne a aussi du mal dans ses activités pour réussir enfin à œuvrer face au Hamas. Et puis il y a en plus le fait que c'est la première fois que Tsahal manœuvre de manière combinée en sous-sol et au sol. Et donc, c'est la première fois que ça a été fait, c'était à Khan Younes, avec le bataillon 98. On ne voit pas encore de poursuite à cette conception. Et c'est une bonne question, ce qui se passe. Je pense que dans le système militaire, il y a aussi des débats. Est-ce que cette méthode est efficace ou plus ou moins? Comment se préparer? Comment construire une armée et des unités pour qu'elles puissent faire ce type de manœuvre combinée? Yehuda Kfir, j'y étais dans un des tunnels dont vous parlez, à Khan Younes. C'est plus qu'un gruyère. Il y a des galeries de partout. Ça va à droite, à gauche, de partout. Il y a des nouvelles galeries. Est-ce que les soldats israéliens pourront un jour connaître autant de détails de ces tunnels que les hommes du Hamas eux-mêmes? D'abord, je crois que les gens du Hamas eux-mêmes ne savent pas exactement les détails de leur propre tunnel. Cela fait partie de leur conception, à savoir qu'ils souhaitent créer beaucoup d'incertitudes et de problèmes pour ceux qui sont aussi dans les tunnels. Comme vous le savez, par exemple, ailleurs, vous cherchez quelqu'un, eh bien, il y a des adresses claires, vous savez aller dans telle rue, dans telle entrée, dans tel bâtiment, vous retrouvez une personne dans les tunnels. Comme les choses sont un peu entremêlées, vous n'avez pas cette capacité. Et même les gens qui connaissent les tunnels peuvent bien sûr aussi se tromper. Et donc c'est fait à escient, c'est-à-dire que c'est une partie du défi et les technologies qui se développent et qu'il faut encore développer, c'est la capacité de cartographier et de se diriger, de s'orienter dans le sous-sol. Et mon approche, c'est que les galeries ne sont pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le Hamas. Et nous devons développer la capacité du contrôle des souterrains. Et une partie de ce contrôle parle de la cartographie, de la compréhension exactement de là où se trouve chaque chose dans ces galeries souterraines.
Excusez-moi, Yehuda Kfir, je fais partie de cette génération qui a appris au cours d'histoire ce qu'était la guerre du Vietnam, par exemple, et dans les tunnels, par exemple, où à Saïgon, il y avait des tunnels souterrains où les Américains se sont cassés le nez à cause de ces tunnels. Donc, qu'a fait le Hamas de nouveau par rapport à ce qu'ont fait les Vietnamiens face aux Américains? Moi, j'étudie cette question des tunnels et des combats souterrains depuis des décennies maintenant. Et je peux vous dire que ce qui est le plus renversant à ce sujet, c'est que chaque fois, on réussit à se renouveler dans cet espace. Il y a à chaque fois une nouveauté. Il y a à chaque fois quelque chose que l'on n'avait pas pensé auparavant. Et de ce point de vue, le Hamas a innové d'abord dans la quantité. La masse énorme de tunnels est une nouveauté en tant que telle. Et puis toute la conception de son fonctionnement. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, que même après que l'armée israélienne soit sur le terrain pendant de longs moments, de mois, même plus d'un an, il y a encore des forteresses souterraines que le Hamas détient et où ils se terrent. Et ils se sentent assez sûrs pour ne pas sortir et se rendre. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà réussi à créer là un défi, un problème très complexe pour la technologie militaire occidentale. Et là, nous avons encore beaucoup à faire pour nous améliorer. Ça sera ma dernière question assez rapidement. Je la tente. Est-ce que vous êtes jaloux de l'ingénieur du Hamas qui a construit ces tunnels? Écoutez, ça fait des années que j'étudie cet aspect. Et j'ai déjà moi aussi plein d'idées et plein de compréhensions. Non, je ne suis pas jaloux de l'ingénieur qui a construit ce système souterrain extrêmement complexe. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de quoi être fier. Mais je crois que je suis jaloux de ces ingénieurs de l'armée israélienne qui, en fin de compte, vont développer les capacités d'attaque souterraine et vont amener, je pense, l'armée israélienne à être la première armée au monde ou la seule au monde qui soit capable de combattre en sous-sol comme il en est capable au sol et aussi dans les airs.